Antenne de 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Bonsoir. Poussée de fièvre, nouvelle poussée de fièvre en Amérique centrale. Ronald Reagan vient d'envoyer 3200 soldats au Honduras. Le président des États-Unis entend montrer que rien ne peut se faire dans la région sans les Américains. Dans quelques instants, situation sur le terrain et réaction à Washington. Le sursis pour les 6 condamnés noirs de Sharpeville, 5 hommes et une femme auteurs d'un lynchage en 84. Ils devaient être exécutés demain. La cour de Pretoria surseoit à la sentence pour 1 mois. Peut-être la révision du procès Seznec, une nouvelle expertise en écriture pourrait innocenter le célèbre bagnard accusé d'assassinat en 1923. Jeanne Seznec, sa fille, reçoit une caméra de télévision pour la première fois depuis 30 ans. Licenciement immédiat sans indemnité, ces bonbons, chocolat ou autres ananas qui coûtent très cher aux employés des hypermarchés. Les responsables des magasins intraitables, c'est du vol pur et simple. Grande souscription lancée par le Louvre, en jeu ce Saint Thomas de Georges de la Tour. L'ordre de Malte s'en sépare pour 32 millions de francs. Un appel à la solidarité nationale pour garder en France cette œuvre du XVIIe siècle. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Depuis quelques mois, vous le savez, on s'interroge sur le sort de Michel Seurat, le chercheur français pris en otage le même jour que Jean-Paul Kaufmann. C'était le 22 mai 1985. Le djihad islamique avait annoncé sa mort. Dans un livre qui va paraître prochainement, Mary Seurat affirme que son mari a été enterré dans un cimetière du sud de la capitale libanaise. Selon Mary Seurat, le Quai d'Orsay aurait refusé le rapatriement du corps de son mari. Le ministère des Affaires étrangères, consulté aujourd'hui par nos spécialistes, se refuse à tout commentaire. En Amérique centrale, nouvelle partie de bras de fer entre les États-Unis et le Nicaragua. On savait qu'entre Ronald Reagan et le président Ortega, ce n'était vraiment pas le grand amour. Cette fois, un nouveau pas vient d'être franchi. En 2 mots, je vous rappelle que les États-Unis soutiennent ouvertement les Contras, qui sont les opposants au régime du président Ortega. Or, l'armée du Nicaragua vient de lancer une vaste offensive sans précédent, une offensive militaire contre les Contras en les poursuivant jusqu'au Honduras. Réplique immédiate du Honduras qui demande l'aide des États-Unis. Ronald Reagan décide alors d'envoyer 2 bataillons, soit 3200 soldats. Bernard Benjamin. Voilà plusieurs jours que l'on s'attendait à une grande offensive nicaraguayenne à la frontière avec le Honduras contre les Contras, ces 10 000 à 12 000 hommes qui luttent contre le régime sandiniste et qui sont soutenus par les États-Unis. Ce n'est pas la première fois que cette région sert de cadre à des combats extrêmement violents. Que s'est-il donc passé cette fois pour justifier la décision américaine? Premier élément de réponse, il semble acquis que l'armée nicaraguayenne a bien pénétré en territoire hondurien, qu'elle était sur le point de détruire la base la plus importante des Contras, Bocay, que voici, et donc de porter un coup décisif à ces combattants de la liberté, comme les appelle Ronald Reagan. Deuxième élément de réponse, lundi prochain doivent s'engager au Nicaragua des pourparlers directs entre sandinistes et Contras. Pour Managua, il s'agissait donc avec cette offensive de négocier en position de force. Avec la décision d'envoyer 3200 hommes, Washington vient de rappeler que rien ne pourrait se décider dans la région sans les Américains. Conséquence, les premiers gros porteurs sont partis tout à l'heure de Fort Bragg, à destination du Honduras. Ils sont chargés d'acheminer les 3200 hommes de la 82e division aéroportée et de la 7e division d'infanterie légère. Pas question pour eux de s'engager dans la zone des combats. En fait, ils devraient rejoindre la base aérienne de Palmerola, au Honduras, où sont stationnés en permanence 1000 à 1200 Américains. Bref, une opération coup de poing décidée par Washington, mais qui ressemble plus à un avertissement qu'à une véritable volonté de guerre. Oui, les États-Unis sont intervenus pour 2 raisons. La première est incontestablement militaire, Bernard Benjamin vient de nous l'expliquer. La deuxième est plus politique, sans doute liée à l'inculpation d'Oliver North. North, c'est l'homme qui est soupçonné d'avoir détourné des fonds provenant des ventes d'armes à l'Iran au profit des Contras. Certains sénateurs démocrates se demandent aujourd'hui si l'envoi de 3200 soldats au Honduras ne vise pas précisément à minimiser le scandale de l'Irangate. Enquête de Jacques Abouchard à Washington. Le lieutenant-colonel Oliver North et son ex-patron à la Maison-Blanche, l'amiral Poindexter, le général d'aviation à la retraite Secord et son associé d'origine iranienne Albert Hakim
C'est la bande des 4 du scandale des ventes d'armes américaines à l'Iran. Ils viennent d'être inculpés par une chambre de mise en accusation à la demande du procureur indépendant Lawrence Walsh. 23 chefs d'inculpation sont retenus contre les 4 hommes, notamment vol et destruction de documents officiels, fausses déclarations, obstruction à la justice et conspiration. Autant de charges qui peuvent valoir à Oliver North et à ses amis, s'ils sont reconnus coupables, jusqu'à 85 ans de prison. Mais on n'en est pas là. Le rapport de 100 pages, publié hier, n'est que provisoire. Il est le résultat de 14 mois de recherche et il faudra encore une bonne année d'enquête avant que les inculpés se retrouvent éventuellement dans le box des accusés. Ainsi, le scandale rejaillit au beau milieu de la campagne présidentielle après avoir éclaboussé l'administration Reagan. On va donc reparler des millions de dollars envolés. Les vieux cadavres vont ressortir, ce qui risque d'être spécialement embarrassant pour le vice-président George Bush dans la course à la Maison-Blanche. En Afrique du Sud, le sursis pour les 6 de Sharpeville, 6 condamnés à mort qui devaient être pendus demain matin pour le meurtre d'un élu noir commis en 1984. La Cour suprême de Pretoria a annoncé aujourd'hui qu'elle avait décidé de surseoir pour 1 mois à l'exécution. Des protestations venues du monde entier et l'attentat qui s'est déroulé ce matin dans la banlieue de Johannesburg ne sont sans doute pas étrangers à cette décision. Martine Laroche-Joubert. D'abord, la joie. Massée devant la Cour suprême de Pretoria, la foule de leurs amis vient d'apprendre que les 6 condamnés à mort bénéficient d'un sursis d'1 mois. Après le soulagement, l'espoir, leur avocat est porté en triomphe. Je suis raisonnablement optimiste si le procès est réouvert. À partir de ça, tout peut arriver. L'accusation repose en effet sur 2 témoins du drame. L'un vient de se rétracter, le témoignage de l'autre sera peut-être jugé trop fragile. Une décision de la Cour qui surprend. Des parlementaires sud-africains blancs étaient intervenus cette semaine auprès du président Peter Botha. Monseigneur Desmond Tutu lui-même paraissait pessimiste après une entrevue de plus de 40 minutes. D'autant plus que le porte-parole du gouvernement traitait les condamnés de meurtriers. Pour les Noirs, en revanche, ce sont bien des prisonniers politiques. Il y a eu des arrestations pendant ces manifestations. Nous ne les verrons pas. Ce sont des images censurées. Comme celles aussi des interpellations de Blancs. Depuis plus d'1 mois, les activités politiques d'une vingtaine d'organisations sont interdites. Mais ce soir, dans les ghettos noirs, malgré une atmosphère de triomphe, les familles demeurent inquiètes. Après tout, ce n'est qu'un sursis d'1 mois. Je suis heureuse, dit la femme de l'un d'eux, une angoisse dans les yeux. En Irlande, la hiérarchie catholique, les autorités britanniques et le gouvernement de Dublin multiplient les appels au calme au lendemain de l'attentat qui a fait, je vous le rappelle, 3 morts et près de 60 blessés. Aujourd'hui, plusieurs milliers de personnes ont assisté aux obsèques d'un militant de l'IRA tué lundi dernier, mais l'on craignait surtout des incidents à l'occasion de la Saint-Patrick, le patron des Irlandais. À cette occasion, une foule innombrable a déferlé dans les rues de Belfast. Reportage de Philippe Arroir. 24 heures après le massacre au cimetière de Milltown, les sympathisants de l'IRA se sont retrouvés exactement au même endroit. On enterrait Kevin McCracken, un jeune membre de l'armée républicaine, tué lundi soir par les forces de l'ordre alors qu'il était armé. La police avait utilisé la même tactique que la veille, aucune présence sinon par un hélicoptère de surveillance. Le service d'ordre était assuré par le Sinn Féin. Tout s'est déroulé dans le calme et la dignité, malgré une certaine tension. Aussitôt après, la parade de la Saint-Patrick, patron de l'Irlande, passait devant le cimetière. Pour les catholiques, la Saint-Patrick, c'est une façon d'affirmer leur nationalisme. Là encore, pas de police, pas d'incident. Il n'en a pas été de même la nuit dernière, après le massacre. Malgré les appels à des non-représailles, des jeunes ont manifesté leur colère en brûlant des autobus, en attaquant des patrouilles, chose malheureusement habituelle ici. Finalement, ce fut une nuit sans victimes. À propos des événements d'hier, la police détient 2 hommes, dont le tueur. Celui-ci serait un extrémiste protestant que ses voisins appellent Rambo tant il est violent. L'IRA se dit persuadé qu'il y a collusion entre cet homme et la police. Les derniers événements ont jeté un peu plus de haine et de rancœur dans les esprits ici en Irlande du Nord. Il est permis de se demander jusqu'où cela peut bien aller. Retour en France, dans la région de Béziers, à nouveau la colère des viticulteurs. Toute la matinée, des centaines de viticulteurs ont bloqué les voies de communication. A priori, c'est le début d'une très grande mobilisation. Une autre manifestation d'envergure se déroulera à Montpellier le 24 mars prochain. En toile de fond, les négociations de Bruxelles qui vont débuter le 28 mars. Ce jour-là, on parlera arrachage des vignes et baisse des revenus surtout. Reportage de Maryse Manot et Jean-Louis Bousser.
Chaque fois qu'un cep de vigne est arraché, le viticulteur touche une prime. De 40 à 60 000 francs l'hectare pour un vin de table qui se vend de moins en moins. C'est d'ailleurs pour réduire la surproduction, estimée au tiers de la récolte, que Bruxelles a inventé cette carotte financière il y a 7 ans. Eh bien, vu la prime d'arrachage, quoi, puis il y a beaucoup de bonhommes qui vont avoir la retraite, ils n'ont pas de suite, et ils arrachent. Prime à l'appui, le Languedoc a arraché 42 000 hectares de vignes en 7 ans. Mais la récolte est toujours excédentaire, car les rendements ont augmenté. Résultat, Bruxelles veut donner un tour de vis supplémentaire. Mais cette fois, elle s'attaque aux producteurs d'appellations contrôlées. Arrachez vos AOC et vous toucherez le pactole, soit 70 000 francs l'hectare. Moi j'ai commencé à replanter les vignes avant que ces mesures passent. J'ai tout de récent, tout de neuf. Ça m'a coûté très cher et je ne vais pas m'arrêter maintenant. Je ne vais pas tout arracher maintenant, et sinon qu'est-ce que je ferai? Les producteurs d'AOC voient rouge. À quelques années d'intervalle, le même viticulteur a touché une prime pour arracher les vignes à haut rendement et une prime pour replanter en cépages de meilleure qualité. Celui qui a fait cet investissement se voit aujourd'hui proposer une autre prime pour supprimer ces vignes de qualité. Je pense que la tension est montée et continuera à monter jusqu'au 24 mars, et manifestation à Montpellier, et jusqu'au 28 mars qu'on ait les décisions prises à Bruxelles. Et aujourd'hui, ce qu'on attend des pouvoirs publics français, c'est notamment vis-à-vis de l'arrachage en appellation d'origine contrôlée, qu'on fasse entendre à Bruxelles que jusqu'à aujourd'hui, les AOC n'ont rien coûté à l'Europe et qu'on ne voit pas en vertu de quoi l'Europe peut nous obliger à arracher notre vignoble d'AOC. Ce sont les vins de table qui coûtent cher à l'Europe. La consommation diminue de 6% l'an. Pour cela, il n'y aura pas de sursis. L'excédent qui part à la distillation sera payé à très bas prix ou pas payé du tout. Il faut dire que cette année, la distillation du vin en alcool aura coûté 5 milliards de francs au budget communautaire. Ce matin, au ministère de l'économie et des finances, Édouard Balladur recevait Antoine Pinay. L'ancien ministre du général de Gaulle a notamment déclaré « Si j'étais actuellement ministre des Finances, je ferais exactement ce que fait le ministre d'État Balladur ». Les deux hommes se sont retrouvés à l'occasion du lancement d'une pièce commémorant le 30e anniversaire de la création du nouveau franc, pièce que voici, de couleur. On a également appris aujourd'hui que le franc avait enfin un logo, un F, le voici. 2 fois barré, c'est un nouveau look, comme le dollar et comme la livre sterling. L'actualité, à travers une série de licenciements qui défraient la chronique. Depuis quelques semaines, on évoque des mises à pied dont les raisons semblent dérisoires et parfois disproportionnées par rapport au délit. Elisabeth Esley a essayé de comprendre à travers 3 exemples. Sont-ils exemplaires? Là est précisément toute la question. Regarde. 27 février, une salariée des Nouvelles Galeries à Bordeaux est licenciée pour une tablette de chocolat prise dans un rayon. 11 mars, une employée de Mammouth à Épinal, licenciée pour une poignée de bonbons puisés dans la réserve. Enfin, dans un magasin Auchan, près du Mans, 2 vendeurs licenciés pour avoir cette fois goûté à un ananas. C'est pas très fréquent, mais enfin ça arrive. Hein. Ça nous arrive de manger. C'est le fait des employés? Des employés, de certains chefs de rayon. Hein. Ça arrive, oui. Pour les responsables des grandes surfaces, c'est du vol. Et quelle que soit l'importance du larcin, il mérite une sanction immédiate sans même un avertissement. Nous devons bien faire le calcul que dans la moyenne des magasins Auchan, nous sommes 450. Et dans mon propre magasin, j'ai fait le calcul, 450 personnes se livrant à des larcins tous les jours, cela représente une perte de bénéfice de 3 millions de francs lourds. Par an. Et selon une enquête récente, les vols dans les magasins s'élèveraient annuellement toujours à 18 milliards de francs. Les responsabilités se partageant de façon égale entre les clients et les employés. Mais est-ce une raison suffisante pour licencier sur le champ un employé un peu gourmand? Il existe du vol dans les grands magasins, les hypermarchés, on ne le conteste pas, mais en l'occurrence il ne s'agit pas de vol. Il peut y avoir dans des cas très précis, s'il y a un abus, s'il y a renouvellement de l'infraction, une sanction sous forme d'avertissement, mais en aucun cas un licenciement pour faute grave qui prive le salarié de toutes les indemnités. Pour les employés, seul moyen de défense, le Conseil des prud'hommes. À Périgueux, il vient de demander la réintégration d'une vendeuse. Mais les décisions ne vont pas toujours dans ce sens. Chaque magasin qui a son propre règlement, aurait-il aussi sa propre justice? N'en profite-t-il pas pour écarter certains salariés? Le rayon des licenciements brutaux commence en tout cas à être bien achalandé.
Politique, les rumeurs de rapprochement PR-RPR après le 8 mai alimentent toujours la chronique politique. Édouard Balladur affirmait aujourd'hui que la majorité doit s'unir progressivement vers une confédération nouvelle. Philippe Vasseur, porte-parole du Parti républicain, affirme de son côté que l'idée d'une coordination des partis de la majorité est dans l'air. S'il doit y avoir rapprochement, dit-il, ce sera entre l'UDF et le RPR. Fin de citation. André Lajoigny, de retour dans son village natal de Corrèze. C'est l'autre image de l'actualité politique. Beaucoup plus d'émotions que de petites phrases, vous allez le voir. Reportage d'Henri Elie. Comment ça va? Elle est là, elle. Des vivas et des embrassades pour l'enfant du pays de retour dans son terroir corrézien, auquel il reste aujourd'hui très attaché. Ils sont tous là, ils sont tous venus ou presque, les habitants de Chasteau, les 400 âmes du village. Ils s'étaient déplacés des hameaux voisins sous une pluie battante, mais qu'importe, il fallait être présent. Et là, parmi la foule, cet homme au chapeau, son frère Louis, de 2 ans son cadet, qui cherche, mais en vain, à l'aborder. Je suis content, c'est vrai, c'est un retour aux sources, quoi. Enfin, un retour un peu triomphal, quoi. Puis un petit tour du côté de son école où il nous conte une anecdote inattendue. Je me souviens avoir écrit au tableau Vive de Gaulle, c'était pendant la guerre, et d'avoir discuté beaucoup. J'avais déjà l'assentiment de tous mes collègues, de tous mes copains. Hein. Bref, cette balade corrézienne, une véritable bouffée d'air pour le candidat communiste qui a puisé là dans son village natal peut-être un second souffle avant de repartir en campagne. Oui, les Chiraciens donnent un coup de fouet à la campagne de leur candidat suite de la politique. Grand meeting dimanche à Vincennes, sortie d'une brochette dépliant consacrée à Jacques Chirac, réalisation d'un clip qui sera projeté avant toutes les réunions. Il y aura également une BD, mais revenons au clip. On y découvre un Chirac homme de terrain dans un style très différent. Regardez tout de suite les images. Voilà, à défaut de clip, tout au moins pour le moment, le Parti socialiste lance proposition pour la France, que voici. C'est un bilan de la pré-campagne du Parti socialiste. Lionel Jospin met en garde des socialistes contre tout sentiment d'euphorie. Les télégrammes d'actualité, commentés par François Cornet. Ensuite, nous reviendrons sur la situation dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza. Les Néo-Zélandais insistent, ils veulent absolument s'assurer de la présence sur cet atoll polynésien d'Ao de l'agent secret français Dominique Prieur. Wellington affirme que Paris est d'accord pour une telle visite par un tiers agréé par les deux parties. C'est prématuré, répond le Quai d'Orsay, qui ne nie pas toutefois que des négociations soient en cours. Téhéran annonce avoir tiré 12 missiles sol-sol la nuit dernière et ce matin sur cette seule ville d'Al-Zubair au sud de l'Irak, près de Bassora. Depuis la rupture dimanche soir de la trêve de 48 heures dans la guerre des villes, l'Iran aurait lancé 48 missiles sur l'Irak, dont 7 sur Bagdad. La capitale iranienne a été touchée, elle, dans le même temps, par 23 missiles irakiens. Un mort et 3 blessés palestiniens dans ce raid de l'aviation israélienne sur la montagne Druze, au sud-est de Beyrouth, secteur contrôlé par le Parti socialiste progressiste de Walid Jumblatt. L'objectif de la chasse israélienne était un PC du Front de libération de la Palestine qui a été touché de plein fouet par des missiles air-sol. Ils ne sont pas contents, ils le font savoir, les supporters du club de football de Larissa en Grèce. Leur joueur favori s'était dopé avant un match qu'ils ont gagné. La fédération s'est fâchée et a pénalisé le club de 4 points. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Je donne rapidement 2 informations qui viennent de tomber sur les téléx de l'AFP. On vient d'apprendre que Françoise Sagan était inculpée d'usage et transport de stupéfiants à Lyon. Cet après-midi, près de 30 personnes ont été inculpées dans le cadre de cette enquête et 15 personnes écrouées, notamment à Lyon, la capitale du Rhône. On apprend également qu'il y a eu un nouvel attentat contre une gendarmerie à Bastia. Un attentat à l'explosif qui n'a pas fait de blessés a été perpétré contre la gendarmerie de Bastia jeudi en fin d'après-midi. Pas d'autres détails pour l'instant.
En Israël, toujours la crise dans les territoires occupés. Hier à Washington, Ronald Reagan et Yitzhak Shamir n'ont pu se mettre d'accord sur le plan de paix proposé par George Shultz. Ce n'est pas a priori une surprise. Sur le terrain, les autorités israéliennes recourent de plus en plus aux sanctions économiques pour venir à bout des émeutes palestiniennes. Après le rationnement de l'essence, les territoires sont désormais privés du téléphone international, une mesure qui isole encore un peu plus Gaza et la Cisjordanie. Reportage de Charles Anderlin. Premier objectif de l'administration israélienne, forcer les Palestiniens à ne pas observer les instructions du comité clandestin du soulèvement. Et ici, à Ramallah, l'armée avait interdit l'ouverture des magasins durant la matinée pour ne l'autoriser que l'après-midi. Ce fut l'échec, les commerçants ont ignoré les ordres. À 11 h, la grève a repris, agrémentée de violence. Par exemple, l'attaque de cette voiture transportant 2 soldats. Les autres formes de pression sur les populations palestiniennes, après l'arrêt de la distribution d'essence dans les stations-service arabes, les Palestiniens s'approvisionnent dans les implantations et à Jérusalem, c'est le blocage des communications internationales en Cisjordanie et à Gaza. Les autorités veulent empêcher l'OLP de téléphoner des instructions à ses militants. Résultat, ce jeune commerçant de Bethléem ne peut plus parler à ses frères installés en Europe. Des mesures destinées à faire bouger une majorité silencieuse qui, selon les militaires, existerait dans les territoires. Mais les jeunes continuent de manifester. Parmi les incidents de l'après-midi, à Bethléem, un jet de pierre sur cet autobus affrété par le comité d'entreprise de quartier. On a eu un petit peu peur, hein. Mais enfin ça s'est bien passé par rapport à ce que ça aurait pu être. Dans le jargon de la Cisjordanie, cela s'appelle une journée d'un calme relatif. En France, 64 ans après, l'affaire Seznec rebondit. Seznec, qui est décédé en 1954, a passé 23 ans au bagne de Cayenne. Mais sa famille a toujours cru en son innocence. Le fait nouveau aujourd'hui, c'est que le garde des Sceaux, M. Chalandon, ordonne une nouvelle expertise. 64 ans après, on va donc à nouveau analyser une pièce fondamentale du dossier. Autre fait important, pour la première fois depuis 30 ans, la fille du bagnard sort de sa réserve pour Antenne 2. Enquête d'Emmanuel Vanier. La liberté après 24 ans de bagne. Nous sommes en 1947, Seznec vient d'être gracié. Le crime qu'il a envoyé là-bas à Cayenne, Guillaume Seznec l'a toujours nié. Un crime sans cadavre, sans témoin, sans armes, sans aveu, l'une des plus grandes énigmes de la justice française. Mai 1923, Pierre Quémeneur, homme politique breton, et son ami Seznec partent vers Paris. Quémeneur disparaît, on ne le reverra jamais, son corps ne sera jamais retrouvé. Seznec fut accusé de l'avoir assassiné pour s'emparer de cette propriété. La promesse de vente, la voici. Un faux, dirent les experts, un faux qu'ils attribuèrent à Seznec, un mobile idéal pour la cour d'assises du Finistère qui, en son intime conviction et sur la foi de ce document, condamna Seznec au bagne à perpétuité. Mais il y a quelques jours, Albin Chalandon, ministre de la Justice, a ordonné une nouvelle analyse de ce document. Car sur cette promesse de vente, toutes les prépositions « à » sont correctement orthographiées. Or, Seznec avait une orthographe approximative et dans ses lettres, écrites à sa femme, jamais d'accent sur la préposition « à ». Il n'est donc peut-être pas l'auteur de la promesse de vente. Il va y avoir un expert qui va être désigné. Ce que je souhaite de tout cœur, c'est que cet expert conclue que les faux ne sont pas de Seznec et par là même permette la révision de son procès et la reconnaissance de l'innocence de Seznec. La révision du procès, on l'évoquait déjà en 1949. Pendant toute la durée de la détention de Seznec et même après sa libération en 1947, sa famille n'a jamais cessé de réclamer cette révision. Sa fille, Jeanne, âgée aujourd'hui de 76 ans, y a consacré toute sa vie. Il nous avait inculqué cet honneur de la vérité. Alors, du moment qu'il disait qu'il était innocent, c'est qu'il était innocent. Aujourd'hui, on approche peut-être de cette vérité, non? Je l'espère. Mais vous savez, ça ne nous le rendra pas. À moins qu'ils nous entendent. Et ça, je le crois. 64 ans ont passé depuis le début de l'affaire. La justice française attendra encore sans doute quelques années pour reconnaître qu'elle s'est peut-être trompée et qu'elle a envoyé un innocent à la mort lente du bagne de Cayenne. Antenne 2 et le musée du Louvre, moteur d'une grande première en matière de mécénat. À partir de lundi prochain, vous aurez la possibilité de participer à une souscription en faveur de Saint Thomas.
Saint-Thomas, le chef-d'œuvre de Georges de la Tour. Il faut trouver, tenez-vous bien, 32 millions de francs pour que le célèbre tableau ne quitte pas le territoire national et qu'il ne gagne pas les États-Unis. Le pari peut être gagné grâce à une mobilisation sans précédent. Le résultat sera dévoilé le 28 mars prochain sur Antenne 2 au cours d'une soirée exceptionnelle réalisée en direct du nouvel Opéra de la Bastille. Pierre Champetier. Le tableau est actuellement au Louvre, enfermé dans les placards du chef du département des peintures. Monsieur Rosenberg a bien voulu nous le sortir un instant avant la présentation officielle. Il représente saint Thomas, l'apôtre sceptique, qui ne croyait que ce qu'il voyait. D'où vient le tableau? Vous savez qu'avec la tour qui a été découverte tout juste au début du siècle, il y a toujours des mystères, des cachettes, des histoires de greniers. Eh bien, cette fois, il s'agit d'un vieux château perdu au fond de la Sarthe, habité par une vieille dame, une comtesse, avec une vieille chambre espagnole et même une cachette. Le tableau était ici. Ce tableau se trouvait depuis fort longtemps dans la famille. Certains prétendent même qu'il aurait été peint à Gallerande. À sa mort, Madame la Comtesse lègue la toile à l'ordre de Malte. Le marchand Wildenstein fait une offre à 7 millions de dollars. Le Louvre, qui naguère s'est fait souffler un autre Latour par les Américains, fait une contre-proposition à 32 millions de francs, soit 1 milliard de centimes en moins. Seulement, il n'y a plus d'argent, l'État a déjà la pyramide sur les bras, alors on lance la procédure exceptionnelle, l'appel aux Français. Je crois que les Français doivent se rendre compte que le patrimoine de ce pays, c'est leur patrimoine, et que s'ils veulent que ce patrimoine reste dans ce pays, il faut absolument qu'ils nous aident à le compléter et à l'acquérir. C'est le dernier Latour important qui reste en main privée. Et c'est pour cela qu'il est si important pour nous qu'il entre au Louvre. Avec la tour, il faut prendre garde. Souvenez-vous du souffleur à la pipe qui a fait un flop en vente publique à cause d'un doute sur la signature. Inspirés par le scepticisme de saint Thomas, nous sommes allés vérifier la marchandise au laboratoire. Cette fois, la signature est d'origine et surtout, il y a la meilleure des preuves, la cuisine personnelle du peintre. Le blanc, le noir, l'ocre et le rouge. Et avec ces 4 couleurs, mélangées selon des dosages extrêmement subtils, il réalise toutes les couleurs du tableau, et en particulier ce bleu ardoise qui est extrêmement mystérieux, et dans lequel nous avons cherché des pigments bleus sans les trouver, il n'y en a pas. Il n'y a que du blanc et du noir. Dès mardi, vous pourrez acheter un petit bout de saint Thomas en glissant votre bol dans les urnes blindées du Louvre et du Jeu de Paume, où le tableau sera exposé. Vous ferez d'une pierre deux coups, vous permettrez à un chef-d'œuvre de rester en France et vous financerez indirectement les bonnes œuvres de l'ordre de Malte. Je suis le premier, monsieur, si vous voulez fermer le coffre maintenant, il y a un chèque. Je vous ai montré le chemin, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tout à fait. Voici les rapports du quartet et du tiercé qui étaient disputés cet après-midi à Évry dans la 4e course. La 4e course, c'était le prix Geoffroy de Valner. Voici les rapports pour le quartet, 12, 15, 1 et 9 pour 5 francs, plus de 37 000 francs, vous le voyez, dans un ordre différent, près de 2 000 francs, 878 francs exactement. Le tiercé, le 12, le 15 et le 1, 4 545 francs dans l'ordre et 909 francs, tout rond dans le désordre. Les prochains rendez-vous d'information, 22h15, édition spéciale consacrée à la fièvre des jeux et aux flambeurs. Vers 23h30, le dernier journal, présenté par Aubry Edler. Demain, dès 6h45, n'oubliez surtout pas Télématin avec le lancement, c'est important, de l'opération Cœur. Roger Zabel, notre marathonien, prendra pendant le magazine le départ d'une course relais Paris-La-Plagne en présence des invités de Télématin, Michel Jazzy, le professeur Cabrol et Edmond Maire qui parleront du cœur à travers leur propre expérience. À demain 20h, merci de votre fidélité, bonsoir. N'oubliez pas la météo dans quelques instants avec un autre Laurent Cabrol. À tout à l'heure. Antenne 2, 20h.